Moi, j'ai eu ce rapport à faire pour le gouvernement sur la transformation numérique de l'économie. Et j'ai abordé ce travail avec quatre idées rapides. La première, c'était qu'il fallait sortir le petit milieu du numérique, parce qu'il y a un petit milieu là-dedans comme ailleurs, et que ça n'avait pas de sens de parler, d'être amené à évoquer intelligence collective sans avoir des dispositifs très ouverts. Et on peut travailler comme le nombre que l'on est là, on peut très bien arriver, il y a des méthodes pour ça. Et de fait, il y a plus de 500 personnes qui ont participé à la fabrication de ce rapport, avec des groupes de créativité, qui se sont réunis de façon assez variée. Deuxièmement, c'était un rapport qui était très tourné vers l'action, avec des messages qui étaient à la fois vers les pouvoirs publics, mais aussi vers les entreprises, vers les différentes professions, etc. Des messages du type « faut y aller », mais enfin en les déclinant de façon autant de propositions et de choses un petit peu opérationnelles. Dans une des journées de co-construction que l'on avait animées, j'avais été frappé par le fait que les gens de Blablacar étaient venus avec un petit autocollant dont ils avaient fait cadeau à tout le monde, qui était leur slogan interne, sur lequel il y a marqué « Done is better than perfect ». Ce qui est fait, c'est mieux que de chercher la perfection. Et bon, voilà, je suis comme tout le monde, on est un tout petit peu déstabilisé, on se dit est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il ne faut pas chercher? Mais non, si on croit à l'intelligence collective, alors c'est sacrément important d'aller vite pour mettre sur le marché non pas n'importe quoi, quelque chose qui se tient, mais qui n'est pas forcément parfait, si on a en même temps l'écoute et l'humilité de voir comment les gens réagissent, voire de mettre en place des procédures et des dispositifs qui leur permettent eux-mêmes d'intervenir pour améliorer les choses et avoir une V2, une version 2, une version 3, etc., qui s'améliore. Et le rapport, on l'a fabriqué un petit peu comme ça, du coup. On l'a fabriqué avec une plateforme ouverte et avec des gens qui pouvaient intervenir sur la fabrication même du rapport. Donc, tertio, ce qui était important, c'était que je ne tenais pas du tout à donner l'impression qu'on était à un monde déterministe, où on savait exactement où on allait vers... et en fait, les futurs numériques, l'État. Bien sûr, la vision du numérique en Chine ou aux États-Unis ou en Europe ou en France, elle n'est pas exactement la même. Il y a plusieurs histoires qui se racontent avec le numérique. Seulement, ces histoires, elles doivent respecter une chose, c'est ce que j'ai appelé une grammaire. Il faut respecter des règles du jeu. Il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas, et il faut essayer de les caractériser, et ça me semble super important. Puis, il y avait un autre a priori qui était de se dire, il faut que je profite de ce rapport, c'était au moment où je le faisais, et je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui, pour essayer de mettre un peu de pression pour que l'on ait un petit peu plus d'audace en France et en Europe, parce que ce qui est frappant avec cette histoire du numérique, c'est que si on respecte cette grammaire assez contraignante, alors il y a quelque chose d'assez formidable, c'est qu'on peut tenir les deux bouts de la chaîne, qui est de à la fois faire des choses très concrètes, très opérationnelles, très pragmatiques, et en même temps être dans le rêve, dans l'utopie, etc. Et puis relier l'un à l'autre. Et ça, c'est des choses que savent extrêmement bien faire un certain nombre, par exemple, de grands entrepreneurs américains. Elon Musk, qui a gagné de l'argent en ayant monté PayPal, qu'il a revendu, et puis il a investi ça, il s'est dit, tiens, je vais aller changer les règles du jeu dans le monde de l'automobile. Je connais rien à l'automobile, mais justement, c'est un défi, et mais je vais faire la meilleure automobile du monde, Tesla. Et cette espèce de vision extrêmement forte est indispensable pour arriver à agréger un écosystème de gens très différents. Si on n'est pas dans de l'innovation fermée, mais de l'innovation ouverte avec des multiples acteurs, il faut tout de même avoir une vision centrale extrêmement puissante pour arriver à faire adhérer les uns et les autres. Des projets comme ça, ambitieux, c'est extrêmement important. Pour vous donner encore un autre élément, c'est que j'avais monté après, dans la présentation du rapport, d'assez gros événements avec pas mal de chefs d'entreprise, et il y avait le patron de Google Europe qui était là, Carlo Dodaro Biondo, et Carlo disait si on veut parler du retard qui existe en Europe à l'heure actuelle, je vais vous dire, quand on met sur le marché un produit, bien sûr on se pose la question, est-ce qu'on va gagner de l'argent avec ça? Mais ce n'est pas la première question qu'on se pose. La première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ça apporte de plus à l'humanité? Vous dites oui, il y a un petit côté comme ça. Mais, il y a une réflexion à chaque fois sur en quoi ça fait bouger le curseur des modes de vie, des façons de voir, etc. Et bien, cherchez autour de vous, dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez, combien de fois on raisonne comme ça aujourd'hui.
eh ben, il faut absolument essayer de susciter, parce que c'est comme ça dans toute la révolution industrielle. Dans toute la révolution industrielle, il y a des gens un petit peu zinzin qui se disent on va redéfinir complètement les choses, on va redéfinir le monde. Enfin, un des marqueurs du fait qu'on est dans quelque chose qui bouge considérablement, c'est qu'on peut avoir ce genre d'audace, on peut avoir ce genre d'ambition, et il faut absolument en développer la culture. La première conclusion, c'est de dire oui, il y a bien une transformation numérique de l'économie et de la société. Depuis que j'ai 21 ans, c'était le début de mon boulot, j'ai pas arrêté de voir parler de disruption, de transformation, de changement, de révolution, de maelstrom, de bouleversement. Donc au bout d'un moment, on se dit, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Et oui, absolument, il y a quelque chose de nouveau. Il y a 3 choses qui sont nouvelles, extrêmement importantes, voire 4 choses. Primo, il y a le fait qu'il y a une transversalité absolument totale. Il n'y a pas d'activités aujourd'hui qui ne sont pas concernées par le numérique. C'est différentes études américaines, européennes, etc., qui disent un emploi sur 2 actuel qui va disparaître dans les 15 ans à venir. Disparaître ou, on dit, transformer en profondeur. Un petit peu, donc il y a une redéfinition du concept même d'emploi qui est derrière ça. Deuxième changement, c'est un changement très important dans le jeu des acteurs. Il y a un nouvel acteur qui est entré dans l'affaire, ce sont les personnes. C'est vous, c'est moi, c'est n'importe qui, c'est tout le monde. Et ça, c'est pas pour dire que le numérique, ça se réduit à l'enjeu de ce qu'il y a sur nos smartphones ou sur nos tablettes. Il y a des systèmes d'information extrêmement complexes dans le monde des entreprises, etc. Mais le fait qu'il y ait un point de vue, qui est le point de vue des personnes, change tout à la manière de penser les choses. Et c'est les personnes qui font mondialement la course en tête. Les entreprises cavalent derrière, les institutions cavalent derrière, les administrations cavalent derrière. C'est pas monsieur Airbnb qui invente le partage d'appartements. C'est pas monsieur Uber qui invente le covoiturage. C'est les gens qui utilisent des outils, qui inventent des nouvelles façons de communiquer, des nouvelles façons de faire du troc, des nouvelles façons d'échanger, des nouvelles façons d'être propriétaire ou pas propriétaire des biens. Ça, c'est les gens qui l'inventent. Et derrière, il y a des entreprises qui sont à l'affût et qui captent ce qui se passe pour essayer de trouver des modèles d'affaires et de transformer ça en source de création de valeur économique. Mais vous voyez, c'est un mouvement extrêmement différent parce qu'au lieu que l'entreprise voit tout à travers le prisme de ce qui se passe en interne, elle est obligée de considérer l'extérieur. Et ça, c'est un troisième élément. Il y a un facteur de déstabilisation des entreprises extrêmement importante, en pleine transformation. C'est que le concept même d'entreprise va changer considérablement pour faire face justement à ces éléments de l'extérieur et doit changer d'autant plus que partout, mondialement, on se rend compte que parmi les entreprises, il y a des entreprises d'un type nouveau, comme les entreprises qui sont spécialisées dans l'intermédiation, comme les Google, Apple, Facebook et autres, qui, elles, savent bien travailler avec les personnes, savent bien se sortir de ce facteur nouveau de richesse que sont les données, alors que les autres entreprises sont un petit peu perdues par rapport à ça, avec donc des risques très importants. On parle beaucoup de ubérisation. Bon, c'est pas un mot tout à fait juste. Il y a un mot qui est plus exact en termes économiques, c'est ce qu'on appelle le risque de la surtraitance, c'est-à-dire le risque pour des entreprises installées de voir quelqu'un se glisser entre l'entreprise et son marché final, pour dire c'est moi qui comprends bien les besoins du marché final, et je vais me mettre là pour agréger différents types de services, rendre ça de façon fluide, etc. Et je vais prendre appui pour le delivery sur les opérateurs existants, et simplement ils vont travailler demain à mes conditions de marge et de prix que je définis moi. Et ça, c'est un risque absolument important qui est ressenti mondialement dans énormément de professions, dans l'hôtellerie, dans le tourisme, dans le commerce, dans la banque, dans l'assurance, dans les transports, dans l'énergie. Dans l'énergie, on voit déjà des appels d'offres qui ne sont pas gagnés par des entreprises de l'énergie, mais qui sont gagnés par des entreprises de l'IT qui vont chercher des énergéticiens après pour faire le boulot, comme sous-traitants. C'est tout à fait différent. Et ça, c'est des conséquences énormes. Par parenthèse, dans le rapport, on a fait un chiffrage en disant si on part de la valeur ajoutée, de la valeur boursière des 4 GAFA, là, qui une valeur boursière un peu supérieure, par exemple, au CAC 40 en France. Et qu'on suppose que c'est rationnel. Eh bien, ça veut dire qu'on suppose qu'il va y avoir un flux de résultats de ces 4 entreprises à l'avenir qui est à un certain niveau, et on essaie de voir comment peut se fabriquer ce flux de résultats. Où est-ce qu'il y a du pompage, du détournement de marge? Puisque c'est ça qu'on est un intermédiaire, hein, il y a du détournement de marge. Et on est arrivé à la conclusion de voir quelle était la part de marché de la France dans ce détournement de marge.
Et ça veut dire que le petit calcul dont je vous fais grâce montre qu'il y a 60 milliards d'euros de profits annuels qui peuvent être right of fait. C'est ça que les marchés financiers attendent dans les grandes entreprises françaises. C'est-à-dire à peu près une petite moitié des profits du CAC 40. Vous voyez. Donc c'est pas tout à fait n'importe quoi. Donc on comprend qu'il y ait de l'émotion. Donc il y a bien une transformation numérique et vous voyez, on est dans un cycle dans lequel tout s'ouvre à nouveau. Parce que c'est une longue histoire, comme je vous le disais, cette histoire des technologies d'information. Il y a des sortes de cycles de près de 25 ans, en fait, 24 ans. Pourquoi 24 ans, on n'en sait rien, mais à peu près 25 depuis. Vous voyez, il y a eu un cycle 1936, qui est le point de départ, un article d'Alan Turing, je vais vous reparler d'Alan Turing tout à l'heure, qui définit théoriquement ce qu'est une machine comme un ordinateur, puis après on invente l'ordinateur, puis on lui trouve un marché, ça va jusqu'en 1960. Début d'un marché, réellement. Puis il y a un deuxième cycle, c'est le cycle de l'invention de l'ordinateur. Puis il y a un deuxième cycle qui va de 1960 à 1984, qui est le cycle de l'informatique de gestion, qui va des gros ordinateurs IBM jusqu'aux ordinateurs personnels. Puis un troisième cycle qui était 1984-2008, qui portait sur l'informatisation de la société, où on s'est posé les questions de voir avec Internet, les grands réseaux, comment on va changer les grandes fonctions sociales, la santé, l'éducation, l'énergie, l'écologie, des choses de ce genre. Bon, tous ces cycles-là sont dépassés par l'arrivée d'un nouveau cycle, qui est cette histoire du numérique, où toutes les certitudes qui résultaient des cycles précédents sont réouvertes.